Eh bien, monsieur l'ambassadeur de Belgique, mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, bienvenue sous cette belle coupole. C'est toujours un moment très sympathique parce que, pour tout vous avouer, c'est mon prix préféré. D'abord parce que c'est les grands prix de l'Académie j'en suis indirectement à l'origine, mais que c'est surtout ce prix de regarder un lauréat, de savoir qu'il y a une belle dotation de 30 000 € et de le regarder en le souriant en disant « T'as gagné le prix, mais t'auras pas un rond. » et cet argent, on va le donner de ta part à 3 jeunes artistes. Et quand je dis ça, à chaque fois, je vois les lauréats qui sont ravis. Parce que ce qui leur fait plaisir, eh bien, c'est de passer le flambeau, et ça a quelque chose d'extrêmement important. Alors, vous savez, c'est très drôle, il y a peu de temps, répondant dans un interview à une journaliste du Monde, la première question qu'elle m'a dit, elle me dit « Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas dans votre académie d'Africains, qu'il n'y ait pas d'Asiatiques, qu'il n'y ait pas de créateurs arabes, etc. » Je dis « Écoutez, d'abord, pour commencer, il faut qu'ils soient de nationalité française. » Ça, c'est encore de la faute de cet ambassadeur ou de la Belgique. Pourquoi est-ce que notre ami camerounais, qui est également belge, si vous aviez été français, on aurait déjà pu vous élire, mon cher. Voilà, mais on ne peut pas tout vous reprocher ça, car c'est un pays tellement merveilleux. Je vous rappelle que nous avons, nous, l'Académie des Beaux-Arts, des rapports absolument formidables avec l'Académie royale de Belgique, qui est d'ailleurs venue dans notre séance solennelle. Nous sommes allés les voir, et c'était, je dois avouer, un très grand moment, et ce sont des gens passionnants. Alors, bon, ce prix, il est par principe, étant donné que nous avons 9 sections, nous en remettons 3 par an, et donc c'est des cycles de 3 ans. Et mon cher ami, c'est le dernier. Vous êtes le dernier prix du premier cycle, et puis nous allons recommencer. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire, Pascal Martin-Toyus, c'est que j'ai vu arriver une section de sculpture unanime, heureuse, en nous disant « on a trouvé la personne idéale pour donner le Grand Prix » et que c'est quelque chose de très important. Alors vous savez que on l'a donné, quand je vous disais ça à propos d'artistes africains, etc., on a donné à Germaine Aconi, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Je rappelle quand même que nous avons eu Zawuki et Chu Tse-tung parmi nous, qui étaient d'extraordinaires peintres asiatiques, et que cette académie se veut absolument ouverte à toutes les tendances, toutes les cultures surtout. Nous sommes extrêmement curieux. Et c'est pour ça que je trouve que ce Grand Prix aujourd'hui est très spectaculaire pour ça. Vous savez que nous avons eu, dans cette cycle, cette année, nous avons eu Sarah Moon qui a eu le prix en photographie, et puis nous avons eu Meuron qui a été le Grand Prix en architecture avec Herzog. Et puis nous allons recommencer le cycle. Donc je trouve que c'est important, c'est un moment d'échange, c'est tout sauf une conférence savante. C'est un moment où vous pourrez poser des questions, et c'est surtout aussi un moment où, en dehors de l'évocation de la carrière absolument formidable de Pascal, eh bien, c'est aussi un moyen de connaître 3 jeunes artistes que nous serons ravis de découvrir, et de se dire que l'Académie des Beaux-Arts, au travers de Pascal, aura à un moment donné servi, je l'espère, à vous aider dans vos carrières. Alors, il y a quelqu'un que nous sommes très très heureux, c'est une de nos dernières recrues d'avoir élu, bien sûr, c'est Eva Jospin, et je pense qu'elle est la personne idéale maintenant pour parler et remettre ce prix à ce jeune artiste. Je vous remercie. C'est la première fois que je parle à la tribune, je suis très impressionnée. Alors, cher Pascal, c'est un honneur pour moi de te remettre ce grand prix de sculpture au nom de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est une joie que tu nous fais d'être... Alors, en fait, je t'ai vouvoyé dans le discours, donc je vais recommencer en te vouvoyant pour faire ça dans les formes. Donc, c'est une joie que vous nous faites aujourd'hui de le recevoir. Ce prix pour la section sculpture, ça a été une évidence. Et pourtant, vous ne vous êtes jamais défini comme un sculpteur, ni même comme un artiste. Vous êtes rentré dans l'art par accident.
Vous dites que vous êtes quelqu'un qui fait des choses, et quand vous demandez à votre père comment on appelle quelqu'un qui fait des choses, il vous répond un faiseur. Chez vous, la sculpture n'est pas là pour créer une forme, mais pour sculpter son être. C'est une sculpture mentale, un geste intérieur, un façonnage de soi. Ce premier façonnage passe par la création de votre nom d'artiste. Taillou est la racine, Martine, c'est le nom de votre mère, Pascal, c'est le nom du père auquel vous ajoutez un « e », car pour vous, il y a du féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin. Ainsi, la racine est bien plantée et vos parents sont toujours un peu avec vous. Avec ce nom, vous êtes prête pour démarrer la quête qui vous anime toujours aujourd'hui. Comment devenir un véritable être humain? Comment même devenir un vrai humain plus qu'un être humain? C'est plus juste. Cette quête démarre au Cameroun, où vous êtes né en 1966. Elle se précise lorsque vous découvrez la philosophie en terminale et vous êtes le premier à étudier dans votre famille. Ce sera le droit à l'université de Yaoundé. C'est le mot droit qui vous a fasciné, mais très vite, vous trouvez le droit maladroit. Et vous décidez de tout quitter pour un grand saut dans le vide. Vous devenez rien du tout. Et vous tentez de remettre les choses en ordre. Vous faites un diagnostic de votre environnement. Vous écrivez votre profession de foi et vous créez des thématiques. La forme vient dans un deuxième temps pour illustrer vos réflexions. Vous puisez dans votre environnement immédiat. Ce sont d'abord des végétaux, des écrits, des objets du quotidien que vous transformez. Ils vont trouver leur place dans une première exposition à Yaoundé en 1994 au Centre culturel français. C'est la série Fights Against AIDS. Vous avez des choses à dire et vous trouvez des oreilles qui vous écoutent, des yeux qui vous regardent. Tout va très vite, très loin. Vous devenez un voyageur au gré des invitations à de nombreuses biennales, Kwanju en 95, Dakar en 96, La Havane 97, Sydney 98, et la liste est bien plus longue. Vous développez votre singularité et vous pensez l'exposition comme une œuvre globale. Vous investissez entièrement l'espace qui vous est offert jusque dans les moindres recoins et vous les appelez les espaces frustrés. À partir de 2000, vous ajoutez à cette façon de créer ce que vous nommez vos épices, que vous parsemez dans l'espace de l'exposition. Ces épices sont des œuvres que maintenant nous connaissons bien, comme les fresques de craie à la Galerie Continua de Pékin en 2007, les fresques de charbon à la Biennale de Sharjah, et en 2005, vous commencez votre série de poupées de cristal pour la Biennale de Venise. Pour cette même biennale, vous réalisez vos premières installations de plastic bag, qui devient un motif récurrent dans vos expositions. Ma préférée, comme on peut s'en douter, c'est un arbre décharné dont les étranges fruits semblent flotter au vent. En plus de ces épices, vous vous attaquez maintenant à des constructions monumentales en bronze, en résine, en paille et en métal, comme l'œuvre Coton-Tige à la Serpentine Galerie en 2015, ou la colonne Pascal à Douala, au Cameroun. Vous enseignez aussi pendant 10 ans à l'École des Beaux-Arts de Paris, et c'est un espace qui vous permet d'ouvrir la discussion. Vous organisiez à l'époque avec vos élèves des dîners et vous invitiez des artistes, et c'est comme ça que nous nous sommes connus tous les deux. Justement, chacune de vos expositions est un espace de discussion. Vous ne renoncez jamais à un discours contestataire et politique, mais il est subtilement disséminé. Vous préférez employer votre propre vocabulaire poétique plutôt que les mots à la mode. Au Cameroun, les vendeurs de rue sont appelés des sauveteurs. Vous en étiez vous-même un pendant votre adolescence et pendant vos études à Yaoundé. Cette expérience a nourri une performance que vous avez réalisée en 2007 à Douala. La municipalité considérait alors les sauveteurs comme désordonnés et voulait s'en débarrasser. Mais pour vous, le monde est désordonné. Vous avez décidé d'organiser un grand défilé dans les rues du centre-ville, intitulé Fantasia urbaine. C'était une parade réunissant tous les vendeurs ambulants de la ville, classés selon leur métier et accompagnés d'une fanfare. Merci, cher Pascal, de nous montrer à travers vos expositions comment sculpter le désordre et organiser une joyeuse parade de sauveteurs. Et je vais vous remettre le prix de la... Enfin, oui, c'est le trophée de la Minerve qui est réalisé par notre confrère Jean Anguera, et c'est
la Minerve, protectrice des arts. Voilà. Merci. Merci, Eva. Voilà, merci beaucoup, Eva. Là, je viens d'avoir mon premier diplôme. Bon, c'est-à-dire, on ne peut pas... La bougie ne peut pas fuir la flamme. Et comme je disais à Buren, elle va fondre. Même avec les rayons de soleil, elle fondra. Je suis cette bougie-là. Je vais d'abord adresser mes remerciements au secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Laurent Petit-Girard, et ensuite les membres de l'Académie, et plus particulièrement les membres de la section sculpture. Et pour clôturer tout cela, je vais aussi dire merci à tous ceux qui, depuis mon apparition, ont contribué à protéger la petite flamme que j'étais dans ce monde obscur. J'ai rencontré, au-delà, à la sortie des cuisses de ma mère, du monde. Et en chemin, j'ai construit une nouvelle famille, c'est-à-dire mon arbre généalogique n'est pas que celle qu'on imagine, c'est un arbre qui est composé par toutes les petites poussières que je transporte sous mes semelles. Bien sûr, je peux citer des noms. Comment je pourrais continuer? Qui devrais-je oublier? En désordre, il y a ma petite famille qui m'accompagne ici aujourd'hui, ma femme, mes enfants. Il y a l'autre branche de cet arbre qui me rencontre avec mes amis, ma famille, la Galeria Continua, chef de file Lorenzo Fiaschi, et toutes ces petites mains qui m'ont aidé à me façonner jusqu'ici, représentées ce soir par Madame Pauline Giraud. Vous tous qui me regardez, je pense à tous ces gens que j'ai rencontrés, Jérôme Sanz, comment je dirais, les Bernard. Ouais, ils sont là tous assis. Celui qui m'a poussé dans l'inconnu des beaux-arts, le directeur qui a été poussé hors de ses lacets et qui m'a abandonné, j'ai survécu. Et voilà. Ces prix que je reçois aujourd'hui, je ne vais pas être très long, ce n'est pas un prix, c'est une offrande. Merci Simon, merci d'être là. Simon Djami, cette personne qui est venue comme ça au Cameroun me dire qu'en fait, il fallait que je le suive. Je l'ai toujours suivi. On ne se voit pas beaucoup, puisque est-ce qu'on voit vraiment son cœur? Voilà. Vous êtes tous les parcelles de mon âme. À mes étudiants, je suis votre étudiant. J'ai su que vous êtes mes étudiants parce que vous êtes mes maîtres. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de centimètres, ni de kilomètres, ni d'octolitres. On fera tout pour pouvoir donner notre part de contribution à la réalisation de ce qui est le plus beau dans ce monde. Voilà. J'espère avoir tout dit. Merci beaucoup. Je suis ravi. Une histoire de forme, c'est de la poésie. Et la poésie n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se vit. Je me dis, c'est une grande part d'attention. J'essaie d'incruster dans ces parts des outils de réflexion. Bon, la production
on va dire, d'une œuvre. Ça doit se faire dans l'espace de partage. Ce n'est pas un protocole défini. Je réponds à l'invitation. Le contexte donc influence sur mon processus et c'est là que j'ai parfois le contexte rencontre le concept. On se dit que le monumental, c'est quelque chose de grand. Lorsqu'on parle de grand, on voit plutôt les dimensions. La grandeur pourrait correspondre à la grandeur de l'âme des choses. Vous savez, les objets se parlent. Hein? La conversation avec des œuvres, c'est quelque chose de terrible. Hein? Je sais qu'il y a des frustrations, il y a des fiertés et tout. Je parlerai d'une œuvre qu'on ne voit pas. C'est une œuvre que je pourrais appeler les coulisses. Et les coulisses, c'est ces petites mains qui font à ce qu'une exposition existe. J'ai des idées, j'ai des intentions, mais il faut après qu'on les construise. C'est l'œuvre majeure. C'est celle qu'on ne voit pas. C'est ce qui porte toute mon existence. C'est une histoire d'amour, en fait. Pas au fond, je ne suis pas un artiste. Je suis plutôt peut-être une forme, une espèce d'ovni comme ça, qui arrive dans un environnement et qui pourrait déranger parce qu'il refuse les codes. Ma liberté avait besoin d'une forme de structure pour pouvoir mener sa barque. Je crois que la galerie a passé beaucoup à ça. Je crois qu'elle était aussi animée par une forme de marginalité, la galerie aussi. Donc, c'est une rencontre. La victoire, peut-être, du grand combattant de la liberté, c'est de mourir sur la piste du combat. Voilà, on va faire un entretien maintenant avec Pascal. Bon, Eva a parlé magnifiquement de ton parcours. Moi, je voudrais revenir sur une ou deux choses. Dire que tu es vraiment un artiste singulier, que tu as développé donc des thématiques comme le village planétaire, le voyage, l'identité culturelle, la mondialisation, la perméabilité des frontières, l'immigration, mais aussi l'écologie, la colonisation, tu n'aimes pas trop ce terme, et les rituels contemporains. Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Eva, c'est-à-dire que tu ne te considères pas comme un artiste, mais comme un faiseur. Et tu as dit d'ailleurs, je suis un faiseur nourri par la poussière africaine, mais aussi par d'autres émotions, d'autres senteurs. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui est pour toi un faiseur ? Tu dois prendre le micro. Faire les choses, c'est être un être banal. C'est simplement avancer, respirer et ne pas s'interroger sur quand on va mourir. J'ai fait des choses parce que j'ai produit des choses. Et quelquefois, ces choses sont bien senties, donc accompagnées. Et parfois, ces choses s'imposent à moi. Je suis un faiseur parce que je suis un fabricant d'univers. Je suis un manipulateur de particules, de tout ce qui est autour de moi. Et ces particules sont chargées, surchargées par tout par quoi je suis passé, comment je suis arrivé. Et je compose tout cela dans comme des notes, et j'en fais ma musicalité formelle. C'est ça, faire des choses. Nous sommes tous des faiseurs, en fait. Toi, tu es un faiseur particulier quand même. Tu dis d'ailleurs que tu as fait un travail de diagnostic sur toi-même
un travail spirituel et mental pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui, à montrer tout ce que tu sculptes ton âme. Oui, parce que là où on voit la matière comme quelque chose de matériel, je pense qu'elle est fluide aussi. Et tout ce qui sort et devient visuel et sort d'abord d'un espace obscur. Et si je sculpte mon âme, c'est que j'essaie de construire la rencontre entre mon esprit et mon âme. C'est ça, faire construire mon âme. Donc Eva a rappelé que tu étais d'une famille avec, je crois, vous étiez 9 enfants. Tu es le premier à être allé à l'école, tu as eu le baccalauréat, tu as voulu comme faire du droit parce que le terme te plaisait, mais finalement tu t'es rendu compte que ce n'était pas du tout pour toi. Et puis pendant quelques années, tu as un petit peu cherché ton chemin. Et puis tu es arrivé finalement à ce qui est très important pour toi, c'est la notion d'humain. Est-ce que tu peux un peu développer cette idée ? Oui, en fait, lorsqu'on est, on est pris par la main par nos parents qui nous dirigent, ça devient notre gouverne. Et à un moment donné, il n'y a plus ces mains qui vous tiennent, donc vous vous laissez à vous-même. Et donc vous construisez, vous tâtez, vous essayez de chercher votre chemin, et vous vous perdez. Et je suis donc arrivé, on va dire, à l'université, sur l'ornière des codes de l'éducation classique. Et je suis rendu compte que ceux qui me dispensaient le savoir de la justesse étaient assez maladroits parce qu'eux, ils n'incarnaient pas ce que je pensais, ils n'incarnaient pas mon rêve, le rêve que j'espérais en intégrant ces lieux-là. Donc, j'étais perdu. Et voilà, donc il a fallu que je retrouve mon chemin. Et c'était difficile, je suis lâché, je me suis cassé en plusieurs morceaux. J'ai été récupéré par des mains inconnues, qui sont tous ces gens qui m'ont permis d'exister aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'existe pas par moi-même, j'existe par l'accompagnement de gens qui ont considéré mon art, mes arts de faiseur, mes arts pendant que j'étais perdu. Ils m'ont trouvé, ils m'ont montré le chemin. Je ne suis pas taillou parce que je me définis. C'est ceux qui me regardent, qui m'accompagnent, qui me définissent en tant que taillou. Donc on a dit que tu étais né en 1966 au Cameroun. Ce Cameroun est très présent. Tu dis d'ailleurs, je ne suis jamais parti du Cameroun, j'ai les pieds ici, mais ma tête est dans la poussière du Cameroun. C'est très important ça pour toi ? Oui, parce que il y a une histoire que je sais de raconter, je ne sais plus, c'était ma grand-mère ou mon grand-père qui me disait fiston, tu sais, bientôt tu vas partir, voilà ton bâton des pèlerins, sache qu'il y a d'autres pèlerins ailleurs, et à la fin de ton parcours, tu seras ici. Et donc, tu travailles avec différents médiums. Tu as reçu aujourd'hui un prix de sculpture. Est-ce que tu te sens sculpteur ou est-ce que tu te sens ouvert à tous les médiums ? Parce que quand on va dans ton atelier à Gand, qui est immense et qui est incroyable, parce qu'il travaille dans un atelier immense, mais seul, pratiquement. Et partout, il y a des pièces qu'on reconnaît de tout son univers. Est-ce que tu pourrais un peu le détailler, cet univers ? Mon univers, c'est que je représente la foule qui m'habite. Et peut-être vous ne voyez pas le monde en rentrant chez moi. Ce monde est dans mon âme, et ma foule intérieure. Et chaque fois que je réagis, je suis en instance de vote. C'est-à-dire que pour chaque parole qui sort de ma bouche, il y a un vote. Là, je vous parle, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est ma foule. Je suis que la voix séculière d'une foule intérieure. Dans cet atelier qui paraît grand, c'est un atelier monde habité par cette foule qui m'habite. Je ne suis pas un artiste, ça veut dire que je suis rien du tout, je suis le néant. Mais le néant est peut-être quelque chose d'existentiel. Parce que je veux, pour dire des choses simplement, à chaque instant, il faut remettre toujours il faut remettre le curseur à zéro à chaque instant. Il n'y a pas de certitude, il n'y a que d'incertitude. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est pour ça que ce prix qui t'a été attribué, me semble, te correspondre complètement, c'est cette notion de partage qui est chez toi. Ça aussi, c'est important ?
J'ai repéré dans la construction de ce prix une vision que j'ai de l'être que j'espère être un jour. Un généreux, généreux. La générosité généreuse. Parce que généralement, la générosité, elle est égoïste. Et dans ce prix, il y a un premier pas vers la générosité. C'est qui, c'est-à-dire l'offrande. L'offre devint une offrande. Ça qui m'a interpellé. En plus, on me demande, moi qui n'ai pas, on m'offre quelque chose qui appartient à ceux qui sont. Je ne suis pas un sculpteur. Et je vous félicite d'ailleurs, les membres de l'Académie, d'avoir donné un prix de sculpteur à quelqu'un qui ne fait pas de la sculpture. Oui. Mais en même temps, ce qui était assez formidable, c'est que toute la section de sculpture, quand on a parlé de donner un prix, on a tout de suite pensé à toi. Donc finalement, pour beaucoup d'entre nous, tu es un sculpteur. Ça veut dire que ces prix aussi, c'est votre prix. Vous m'avez sculpté. Alors on va revenir un petit peu peut-être à tous les médiums avec lesquels tu travailles, parce que tu es un sculpteur, mais tu fais aussi le verre, les calebasses, on retrouve la paille chez toi, des dessins, beaucoup de dessins aussi. Tu peux un peu détailler toutes ces œuvres qu'on voit passer d'ailleurs sur les écrans? Oui, je me souviens, j'ai entendu parfois mon ami frère Lorenzo dire, Tayo, lui, en fait, il prend tout ce qui existe, il fait tout, il fait ce qu'il... Exactement ça. Enfin, je ne m'interroge pas si ce que j'ai fait, c'est un dessin ou bien une sculpture. Ce qui m'anime, c'est comment arriver à retrouver mon âme dans ce que je propose. Vous voyez? Parce que je suis un menteur ambulant. Est-ce que j'ai une petite ficelle de vérité pour emballer mon mensonge? C'est ce que je cherche, cette ficelle-là. Et cette ficelle, tu l'amènes bien d'ailleurs. Et on dit aussi qu'il y a beaucoup d'objets que tu reprends, des objets qu'on peut penser des déchets, mais toi, tu ne parles pas du tout de déchets, tu parles de remixer. Mais c'est trop banal. Vous savez, on ne va pas raconter, on ne va pas définir l'évidence. Une évidence est l'évidente. Lorsque vous voyez un bout de tissu, vous dites, ah ouais, c'est un bout de tissu, mais ça c'est la répétition. Et il faut dire, c'est une flaque d'eau. Et tu aimes aussi constamment jouer avec les mots. En fait, ces mots, pour toi, tu es un narrateur, un conteur, et ça, c'est aussi très précieux dans ton itinéraire, je crois. Oui, il fait des choses avec beaucoup de simplicité. Il s'agit de raconter la complexité avec beaucoup de légèreté. Le monde dans lequel nous vivons est un monde imparfait. Et ce monde, c'est nous-mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une foule ambulante. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je pense que s'il y a une voie à trouver, cette voie d'abord doit être moi d'abord. Donc, je ne veux pas aller demander à quelqu'un d'autre de balayer ma cour. Et donc, pour moi, faire des choses, c'est essayer dans toutes les situations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient des situations normales, correctes, et d'assumer mon geste. D'abord pour moi-même. Vous voyez, d'abord pour moi-même. C'est important. Mais en même temps, ce geste que tu fais pour toi-même, il est partagé par les autres, parce qu'aujourd'hui, ton travail, c'est de travail de création, on peut parler d'une œuvre quand même aujourd'hui, elle a été montrée dans de nombreux lieux, mais surtout, elle est portée par des gens qui trouvent ton travail assez extraordinaire. Et ça, c'est magnifique. Et donc, c'est ce travail que tu fais, à chaque fois, tu me disais que suivant les circonstances, tu peux organiser cela ou ceci. C'est aussi les circonstances qui te permettent de faire ce travail? Oui, en fait, le contexte facilite le concept. Mais il faut aussi de construire, il faut essayer de cerner le discernement, parce qu'il y a toujours plusieurs possibilités dans les espaces. Et puisque j'ai cette chance d'être interpellé, je me dis, si moi qui suis né sous un baobab, si je suis interpellé sous la tour Eiffel, je ne vois pas le baobab. Il faut que je trouve un moyen, en tant que fruit de baobab, comment le faire germer sous la tour Eiffel.
Ouais, c'est un peu comme ça se passe. Et moi, je me retrouve un peu partout. C'est-à-dire, en fait, tout à coup, je suis à Taipei. Là, j'ai rencontré, par exemple, Lorenzo dans un taxi, ou je sais pas quoi, à Melbourne, sur un quai où j'ai rencontré Jérôme. Vous voyez. Et là, je suis dans d'autres lieux. Je me pose la question, mais pourquoi ils m'invitent ici? Ils m'invitent ici parce qu'en fait, j'ai peut-être quelque chose à proposer. Mais je suis ici. Je dois aussi écouter ceux avec qui je suis. Parce que si je viens tout simplement jouer une partition très improbable sans chercher les accords avec l'environnement dans lequel je suis, je vais rester dans une forme d'égoïsme. Et pour moi, le principe, c'est que Achille dit parfois de l'en commun devient important. Comment mon attitude puisse créer une situation de permutation et même de foisonnement, de tissage comme ça. Et je sais très bien qu'il y a des choses qui nous portent en tant qu'humains. Il y a des questions qui nous portent en tant qu'humains. C'est ce qu'on appelle des valeurs humaines. Vous voyez. Et je sais qu'à côté de ces valeurs humaines-là, il y a nos intérêts particuliers qui nous appartiennent à nous-mêmes. Et c'est là qu'intervient justement la masse du mensonge. J'ai dit, bon, évoluons dans cette masse, mais essayons de trouver le lien entre nous. Et j'essaie toujours. Je suis au Brésil, par exemple, je me dis, je veux peut-être parler de la samba, mais je vais passer par l'Amazonie pour parler de la samba. Vous voyez? Parce que je sais que les questions de l'Amazonie, sans être militant, c'est des questions qui nous importent en tant qu'humains. Même pour quelqu'un qui ne sait pas que l'Amazonie existe, c'est important d'en parler. Et j'ai fait ma part. Oui, je suis comme vous, face à deux portes. S'il y a une porte du paradis et une porte de l'enfer, on va tous aligner derrière la porte du paradis. Mais moi, je prends tout le risque d'aller lorgner derrière la porte de l'enfer s'il n'y a pas moyen de contourner. Tu as parlé de Jérôme, donc Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud qui t'ont invité donc au Palais de Tokyo. Nicolas Bourriaud qui t'a fait venir donc comme professeur à l'École nationale des beaux-arts où tu as enseigné pendant 8 ans et tu me racontais qu'au début tu ne voulais pas du tout, voilà, tu ne comprenais pas pourquoi on te demandait de venir en tant que professeur, et je crois que les 3 jeunes femmes que tu as désignées et qui sont ici m'ont expliqué que c'était une expérience assez incroyable quand même. Comment tu as vécu ça? Parce que tu as refusé pendant un certain moment et puis Nicolas est revenu et puis tu l'as fait quand même pendant 8 ans? 10 ans. 10 ans. Non, c'était un peu poussif comme dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours le refus. Parce qu'il y a une forme Quand c'est trop sucré, j'ai peur. Et là, j'avais l'impression qu'en fait, on me donnait... C'est trop de facilité. Je dis, mais déjà, je ne peux pas enseigner quelque chose que je ne sais pas. Je suis honnête. Il dit, non, tu sais... Ouais. Mais après, il m'a un peu expliqué le principe. Je me suis rendu compte qu'en fait, il me prenait dans son équipe. Donc, je devenais un joueur. Et comme c'est une personne que j'aime, donc ce n'était pas qu'une histoire d'une relation avec l'institution, c'est une histoire de comment arriver à continuer notre histoire de tous les jours en dehors de ces lieux, dans ces lieux-là. Donc, j'y suis allé parce que je me disais aussi que je devenais en même temps, j'allais aussi à la quête d'un savoir. En fait, pour ceux que j'ai rencontrés dans ces moments de partage, je disais toujours à mes camarades, je disais toujours, nous discutons entre nous. Je prends mes notes. Si vous ne prenez pas des notes, moi je prendrai tout ce que vous avez. C'est vous, mes enseignants. Justement, cette notion que tu as de partage et de famille, tu l'as retrouvée aussi avec la galerie, puisque quand même tu es avec une galerie, la galerie Continua, donc, et tu dis que Lorenzo Schiazzi est un de tes meilleurs amis, ton frère presque. Ce travail avec la galerie, tu l'envisages vraiment d'une certaine manière. C'est un compagnonnage de 20 ans, c'est ça, plus de 20 ans? 25 ans. 25 ans. Je pense que c'est parce qu'en fait, pendant les 25 ans, nous ne nous connaissons pas vraiment, et c'est bien. Parce que fait, j'ai toujours l'impression que nous sommes toujours sur la route de la maternité, et une forme d'insouciance. Et je vois très bien que
qu'on a encore ce plaisir de se chercher. C'est-à-dire, ça donne l'impression, c'est-à-dire, c'est comme ça, on va dire, l'amitié, c'est un peu, quand j'ai un ami, généralement on dit, oui, je le connais très bien, c'est mon ami, non. Nous sommes des amis parce que nous nous acceptons, parce que nous savons que nous ne connaissons rien de l'autre. Tu vois? Et parce qu'on a quand même une folie que nous partageons, qui est celle d'essayer de pousser les lignes. Par exemple, quand je rencontre la galerie, c'est un moment donné où je ne voulais plus de galerie. Donc j'ai décidé de ne plus être dans ce qu'on appelle le système. Donc il a trouvé des mots justes pour m'interpeller. Et donc j'ai accepté de retravailler. Franchement, je ne voulais plus parce que je n'ai jamais voulu être ce qu'on pense beaucoup de moi de l'extérieur. Vous voyez? Et ce n'était pas moi. Mais il a expliqué, il m'a donné un peu d'autres directions. Mais lui, c'est une vraie galerie. Hein. Qu'est-ce que c'est une vraie galerie alors? Une vraie galerie, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour chercher des ouvertures pour des faiseurs. Pas pour eux. Tu vois? Mais en même temps, ils doivent vivre. Hein. Et du coup, moi, je participe. Je suis aussi, en même temps qu'il est mon ouvrier, je suis son ouvrier. Tu as vu? Donc, c'est un travail très délicat, très équilibré comme ça. Et je suis très sûr que 90% de mes partenaires dans la même galerie, on n'a pas la même posture. Parce que nous n'avons pas été éduqués pareil. Vous voyez? Moi, j'ai été éduqué comme... en fait, je vis dans l'opulence du pauvre. Il n'y a rien qui me fait rêver, hein, matériellement parlant. Je peux gagner peut-être matériellement parlant beaucoup d'argent, mais c'est pas ça ça va pas changer des convictions. Tu vois, je dirais je veux pas ça, je veux ça, je veux ça. Mais on a besoin qu'il y ait des gens qui comprennent qu'en fait, qu'on construit des choses parce que c'est pas malsain. Mais sauf que notre monde a des codes qui ne tiennent pas forcément compte de nos postures individuelles. Parce qu'à la fin, ce qui nous lie et qui nous détruit, ce sont nos fartures. Lorsque tu te dis que tu as payé une farture, tu deviens con, hypocrite. Vous voyez? Parce que c'est comme ça. Et du coup, quand tu vas avoir peut-être un problème avec quelqu'un de très proche, tu lui réponds, c'est le game, c'est le jeu. Le jeu, c'est quoi les affaires? Alors, Avec la Galeria Continua, c'est pas ça. Nous n'avons pas de contrat, par exemple. c'est vraiment un cheminement à deux. Oui, en fait. c'est pas une histoire. Je ne sais même pas comment il mène ma barque. Hein. Mais lorsqu'on se voit, on s'embrasse, la vie est belle. On sait qu'on participe à quelque chose. Mais je sais que c'est des gens très sérieux. Vous voyez, en fait, par rapport à ma perception de la vie, ça me protège, je me sens protégé en fait. Vous voyez? Et en même temps, ils me déblayent le chemin, et je me cache derrière eux, je rase les murs, ils travaillent pour moi et j'essaie d'avancer. Parce que j'ai quand même une vision. Ma vision, c'est de continuer à croire à l'existence par mon acte, par ma folie, par mes bêtises. Et cette folie et ces bêtises, justement, elles sont quand même... Tu es quelqu'un qui a une idée très précise de ce que tu veux faire et tu ne dévies pas tellement, malgré toutes ces formes d'art, de création que tu montres. On retrouve toujours un fil conducteur, je trouve, chez toi, et c'est ça qui fait que tu es ce qu'on appelle une belle personne dans le monde de l'art. Tu sais exactement où tu veux aller, je pense. Et comment tu expliques ça? Moi, je ne sais pas où je vais aller. Hein. Mais en tout cas, tu as un itinéraire qui semble assez... Bon, disons concrètement, oui, je pense que j'ai des... j'essaie d'être le moins con dans un monde de cons, c'est tout. Parce que je crois que je comprends des choses. Mais je ne veux pas non plus gêner le monde, parce que le monde fonctionne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement ça. Et j'ai la chance de fonctionner avec des gens qui me donnent l'espace pour être calme. Et, vous voyez, et pouvoir... vous voyez, là, par exemple, je vis à Gand. Je me souviens quand j'ai décidé d'aller par exemple vivre à Gand, j'ai des amis, je ne dirais pas ici, puis ils sont ici, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans un trou? Oui, ben, j'y vais parce que vous ne pouvez pas y aller, tout simplement. Tu es tranquille là-bas.
Mais oui, moi je vois mes billets, ils bavardent, je ne comprends rien, la vie est belle. Alors qu'à Paris, tout ce qu'on raconte, je comprends, je suis toujours prêt à bagarrer, donc ça sert à quoi de bagarrer tout le temps? Néanmoins, tu as des références, parce que quand je t'ai posé la question de savoir quels sont les artistes qui t'avaient inspiré, de quels tu étais proche, tu m'as cité Daniel Buren, qui est là d'ailleurs, Oui. Niel Toroni, et puis le grand curateur Harald Zeman. Tu nous racontes ces rencontres? Oui, oui, les amis, on va dire, non, c'est quand même des patriarches, c'est des gens qui étaient dans cette folie avant que je ne naisse. Hein. Et ce qui m'a toujours plu, par exemple, quand je suis avec Daniel, je le rappelais tout à l'heure, Daniel, ou bien avec Pistoletto, c'est que pendant que j'ai vieilli, ils rajeunissent, quoi. Et ça, c'est beau, moi, je trouve. Donc à un moment donné, vous allez vous retrouver sur le même âge. J'en sais rien, sauf que quand je suis avec eux, je les vois petits, et moi je suis là, je sens comment je vais être un peu plus majestueux comme ça. Alors quand ils sont avec moi, ils rigolent. Ils disent, ah, ben, j'ai loupé quelque chose en chemin, là. Oui, ça c'est beau, tu vois, et c'est bien, ça me nourrit. On se nourrit en fait. Alors, tu as parlé de l'expérience des mots pour toi et l'importance aussi du dessin. Je crois que tu dessines beaucoup. Oui, j'ai griffonne. Tu griffonnes simplement? C'est quoi le dessin? C'est griffonner. Quelle est la question réellement? Vous voulez que je parle de dessin? Oui. Est-ce que, par exemple, avant de concevoir une forme que tu vas montrer après, est-ce que tu fais un dessin ou non? Des Pas sketchs, des choses toujours. comme ça. Non, ça dépend. Vous savez, c'est les éclairs. Moi, je joue. Hein. Je joue sérieusement. Par exemple, pour ma prochaine exposition, en 2035 ou 3015 à Beaubourg, qui est prévu, 3015, ma prochaine exposition au Louvre. Je pense que je ne veux pas dessiner, puisque je ne serai pas là. Okay. Donc tu as un projet là maintenant en mars de faire une œuvre donc au Brésil à la Pinacothèque de Sao Paulo. Qu'est-ce que tu vas montrer là-bas? Alors, ça c'est à la Pinacothèque, on va dire, c'est comme un mouvement. Nous avons fait une exposition. J'étais assisté sur cette exposition par Pauline, que j'ai appelée Petit Rien. C'est quoi Petit Rien? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, comment nous construisons nos espaces? Je parle beaucoup des espaces frustrés, mais derrière les espaces frustrés et les espaces obscurs. Comment on le construit? On le construit déjà à la naissance. En fait, on l'hérite déjà de nos parents à la naissance. Et donc, j'ai commencé à explorer nos histoires. C'est-à-dire l'histoire, d'où part, comment on a construit des rapports obscurs entre nos peuples. Quand on dit les peuples, ça peut être les peuples du Nord contre les peuples du Sud, la colonisation, etc., etc., etc. Et donc, j'ai construit tout cela. À un moment donné, je me suis dit que ce serait intéressant d'explorer pourquoi toutes les solutions que nous avons apportées, ou bien on a essayé d'apporter à nos problèmes universels, n'ont jamais prospéré. Et donc j'ai imaginé une exposition que j'ai appelée Knockout, KO, où j'essaye, dans cette salle, d'énumérer 7 conférences internationales, qui sont des conférences précurseurs de la qualité de vie des humains, qui malheureusement n'ont jamais rien donné. Puisqu'on est toujours là à se battre les uns contre les autres. Je me dis, mais lorsque ces gens se réunissent, ces gens qui sont nous-mêmes, parce qu'ils se réunissent à notre nom, nous avons donné notre voix pour qu'ils aient parlé pour nous. Ils vont à Yalta, ils vont à Rio, ils vont à Rome, ils font des conférences sur la faim, ils font la conférence sur la paix, mais pourquoi il n'y a pas toujours de paix? Alors, est-ce qu'il y aura un moment que nous, les petits riens, le petit monde, on s'est réunis pour faire la conférence des conférences? Donc je propose ça dans un espace. Mais ça, c'est le concept. Mais comment redonner cela visuellement? Parce que c'est dans l'espace visuel. Et ça, c'est justif de s'amuser comme ça dans l'espace. Je l'appelle knock-out. Parce que là, je suis sur le tapis. Je ne sais plus quoi faire. Et donc, je veux proposer ça au public paulista. Mais c'est un cri qui me vient de l'intérieur. C'est une exposition, je pourrais le faire n'importe où. Je peux le faire ici, voilà. Mais c'est des questions qui, à mon avis, c'est des questions qui se posent beaucoup dans mon fort intérieur.
ma foule se pose ces questions. Elle me perturbe. Et si je ne réponds pas à ma foule, certainement, je vais exploser demain. On dira, ah bah ouais, le garçon était très gentil, il vient d'exploser. Voilà comment on crée les terroristes. Hein. Oui, tu as parlé des petits riens. C'est une exposition que tu as fait en 2023 à la Fondation Lambert, à Avignon. Oui. Là, tu avais montré quoi? Pas beaucoup de textes. Ah ouais, j'ai montré, c'est surchargé. Hein. Vous voulez concrètement, il y avait quoi? Il y avait des vidéos, il y avait par exemple des discours sur la colonisation que j'ai essayé de dépoussiérer dans l'espace. Et j'ai mis dans un audio où on pouvait écouter en cyclant dans l'espace. Seulement que je les appelais des discours vidéo, mais on ne voyait pas des vidéos. Mais c'était diffusé par des audios, par des postes téléviseurs. Et en même temps, au travers de tout ça, j'ai donc mis, on m'a dit quoi? J'ai créé un scénario de forme où on passait par des performances visuelles, comme par exemple Plastic Street, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait tellement de pièces, parce que vraiment, me renvoyer à ça, c'est un peu difficile de tout les citer, puis ça devient, il faut être précis, mais je vous donne simplement le contexte. Voilà. Et les petits riens, déjà le titre, ça s'appelait Petit Rien, je crois, cette expo. Oui, ça s'appelait. Et voilà. Et ça voulait tout simplement dire que, mais à la fin, nous sommes que des. Qu'est-ce que nous sommes? Tous ces trucs, toutes ces choses-là qu'on fait, nous sommes les petits riens. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la ténuité des choses, sur la simplicité des choses? Et c'est quoi cette chose simple? La vérité. Alors, on va revenir sur quelques œuvres peut-être un peu qu'on connaît. Alors, il y a les colonnes Pascal, il y a les poupées Pascal. Tu peux nous dire un petit peu quelques mots? Ah, vous voulez que j'y cite? Alors, il faut poser directement des questions. Les poupées Pascal, il y a une histoire derrière les poupées Pascal. Voilà. Poupées Pascal, je suis à Venise, je me balade dans les travers de Venise, dans les sentiers. Et à un moment donné, au loin, je regarde et je vois au loin dans une vitrine, je me dis, mais j'ai jamais vu des sculptures tribales dans de verre. Et je m'approche. C'était un leurre. C'était des vases. Banal. Mais pourquoi j'ai vu des sculptures tribales? Je dis, mais j'aimerais quand même peut-être plus. Je veux donc réaliser ce que j'ai pensé avoir vu et que je n'ai pas vu. Voilà comment c'est parti de Venise. Et après, je me suis demandé, mais pourquoi je dois absolument faire ces sculptures? Qu'est-ce qui me motive? Vous voyez? Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi une sculpture tribale? En quoi en quoi elle tient sa valeur? Pourquoi on donne une valeur? Elle peut avoir une valeur par rapport à son historicité, son utilisation, ses origines, son âge, et après son prix. Mais, généralement, on pense qu'il y a une magie là-dedans. Je dis, bon voilà, je vais me concentrer à la recherche de la magie qui se trouve dans ces sculptures-là. Donc, je vais les faire donc en cristal. Comme ça, on pourra repérer la magie qui se trouve dans ces sculptures-là. Peine perdue. Puisqu'en fait, une sculpture cristal, elle est encore plus trouble qu'une sculpture en pierre ou en bois. Et voilà. Et donc j'ai appelé mon équipe, ma fine équipe. On fait comment? On s'est mis au travail. On a travaillé avec des souffleurs. Je suis rentré en atelier avec eux. J'ai appris à manier le matériau. Et après, du moment où ils avaient compris le processus, je me suis mis en arrière. Donc, j'ai dit, tout ce que j'attends sur la qualité de la sculpture, c'est la spontanéité. Alors, une autre œuvre qui est tout à fait spécifique, c'est ces masques que tu appelles masques délivrés et masques délavés et masques rejetés. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça revient un peu à l'autre. Parce qu'en fait, les masques, qu'est-ce qui fait la valeur d'un masque lorsqu'on voit d'une manière classique? On dit, oui, le masque, il est beau parce qu'il vient de Sénoufou, il vient du Mexique, il vient de là, son âge, etc. Mais j'ai aussi vu qu'au milieu de ces masques, il y avait beaucoup de faux masques. Oui. Voilà. Et j'ai dit, bon, on va donc faire des vrais faux masques. Donc, je suis allé dans des marchés, par exemple, puis je suis allé au Cameroun, dans ce qu'on appelle l'artisanat. Les vendeurs m'ont repéré, puisque j'allais tout le temps chercher des masques. Et chaque fois, ils disaient, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Je demandais pourquoi c'est bien. Ils n'arrivaient pas à m'expliquer. Mais quelquefois, il y avait des masques qui étaient posés paresseusement comme ça sur le toit, ou bien qui calaient la porte.
Je dis, mais pourquoi vous ne vendez pas celui-là? Il dit, non, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Je dis, mais c'est celui-là que je veux. Et du coup, le masque qui était bien, qui pouvait coûter peut-être 6 sous, celui qui n'était pas bien, tout à coup, il devenait 12 sous. Je ne comprends pas, vous avez dit que ce n'était pas bien. Je comprends pas. C'est parce que toi, tu l'avais remarqué? Non, parce qu'en fait, c'est un jeu. Parce que pour moi, j'essaie de dire à ces gens, vous savez, j'ai l'impression qu'on vous a... Vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Que votre identité, c'est quelque chose que vous importez. Et vous ne bougez pas d'ici. Il revient à vous de réinventer, de vous réinventer. Lorsque je prends donc ces masques, que je le réinvente, je le dis, si j'ouvre ma boutique ici, vous êtes mort, hein? Mais oui, c'est ça qui donne la qualité à la vie, la poésie. Justement, on a l'impression que tout ce que tu fais, en fait, c'est un enthousiasme absolument incroyable, quelque chose qui te porte, une force quand même. Et dans toutes tes œuvres, on retrouve cet enthousiasme, cette, je trouve, richesse que tu as. Alors, le plastique, par exemple, Oui. les plastic bags et tout, t'en as fait presque des joyaux. Oui, parce que j'ai fait les arts plastiques. Oui, mais tu as aussi fait autre chose que les arts plastiques. En fait, souvent, quand on voit ces déchets par terre de sacs plastiques, on se dit, ouais, c'est pas très intéressant. Et quand on voit tes arbres, c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, moi, je fais des arts plastiques et si le public est heureux, mais j'espère qu'il ne voit pas que c'est tellement que c'est extraordinaire. J'espère que ça allait... Non, mais c'est plein de poésie. Oui, je pense quand même qu'il y a aussi autre chose derrière. Alors, comment tu fais pour gérer? Parce que tu nous as expliqué qu'en fait, tu as une enveloppe charnelle, mais dans toi, il y a plein d'êtres qui te poussent à faire ça et ça. Comment tu fais pour gérer ce flux d'énergie et ce flux de générosité qui te porte quand même? Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut simplifier la complexité. Et toi, tu y arrives? C'est ce que j'essaie de faire. Vous savez, nous, chaque fois que chaque personne veut dire quelque chose, il estime que ce qu'il veut dire, il est important. Et moi, j'estime que tous ceux que j'écoute, ceux-là, ils sont au centre, ils sont importants. Et moi, j'écoute ma foule intérieure. Je gère ma foule intérieure. J'ai des milliers de citoyens qui vivent dans moi. Et chacun veut parler. Et chaque jour, chaque fois, quand je veux sortir un mot, il y a un vote. Donc c'est très démocratique. Ah, mais c'est ce que j'essaie de faire, moi. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et tu arrives à les Vous gérer. appelez ça sculpture. Mais moi, j'appelle ça la survie. C'est pas moi. Vous savez, je suis né dans un monde trop sérieux. Et en fait, il faut vivre. Et j'ai la chance d'avoir eu des éléments d'analyse. J'essaie de m'en servir sans essayer de croire que j'apporte une solution à quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai balayé devant ma porte comme j'ai appris, comme ma mère m'a appris à balayer sa cour. Vous voyez? Oui, tout à fait. Vous êtes... Quand on vous entend comme ça, le premier mot qui vient à l'idée, c'est liberté. Vous semblez quelqu'un de très libre. Et en même temps, il y a ce paradoxe, c'est qu'il y a un vrai savoir, il y a une vraie technique. Il y a souvent de jeunes artistes qui s'imaginent que pour être libre, il faut rien connaître, y aller. Peut-être que pour être libre, il faut savoir oublier qu'on sait. Ça m'intéresserait de savoir comment, dans ce moment où vous êtes devenu artiste et vous avez avancé, vous aviez, le droit était oublié, vous étiez vraiment, vous vouliez cette liberté, mais en même temps, comment ça a cohabité avec le savoir, l'apprentissage du savoir, le travail, comment les deux choses sont faites pour que l'un et l'autre ne se gênent pas, que vous soyez toujours ce que vous avez envie de faire, mais que vous ayez quand même les moyens de vos rêves, parce que finalement, c'est ça. Hein? C'est un seul mot, la sincérité. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut assumer ses torts. Et bien sûr, ce n'est pas toujours comme ça tout le temps. Mais quelquefois, il faut se ressaisir et dire, mais est-ce que tu es proche de toi? Oui, par exemple, quand j'ai été interpellé à
être présent à l'école des Beaux-Arts, juste à côté, j'ai dit à Nicolas, mais Nicolas, je ne crois pas que c'est pour moi. Tu vois, il m'a dit, Pascal, je crois que tu as une certaine expérience, tu vas essayer simplement de le transmettre. Vous voyez. Et pour moi, ça voulait dire qu'il me disait que j'ai une expérience. Il me donnait le prix de l'expérience. Donc il a dit, maintenant, va le partager avec les autres. Et bon. Donc j'arrive dans l'école, je sais que j'ai des collègues qui sont des docteurs, des professeurs. Je sais que ce n'est pas facile de ne pas avoir le même discours académique. Et je sais que cette école, qui paraît être une école de liberté, en fait, c'est une prison. Vous voyez? Mais ce n'est pas à moi de venir, parce qu'en fait, c'est trop choquant de venir déstabiliser des gens ils ont trouvé leur coin confortable. Tu leur dis que vous êtes en prison. Non. Ce n'est pas parce que je suis sincère que je dois dire les choses n'importe comment. Vous voyez? Ok, j'ai compris peut-être des choses, parce qu'en fait, ma zone de confort n'est pas forcément la zone de confort de mon voisin. Et donc, l'école, ce fut donc une épreuve pendant 10 ans. J'ai passé. Et progressivement, j'ai essayé de chercher des méthodes avec mes partenaires. Par exemple, j'ai remarqué que dans les ateliers, parfois, il y avait des petits conflits. Par exemple, ceux qui étaient un peu plus forts, c'est comme la jungle, hein, ils occupaient plus d'espace, des choses comme ça. Mais je ne dois pas venir maintenant faire le roi qui va dire comment on va occuper non plus. Hein. Autrement, j'ai fait aussi le lion. Donc, j'ai dit, bon, comment je vais essayer de résoudre ces problèmes à l'atelier? Donc, j'ai observé. J'arrive un jour à l'atelier, je dis, ben, vous savez tous qu'ici, que notre aîné ici, c'est le plus jeune. Hein? Bien sûr, ils ne comprennent pas. Que l'aîné, c'est le plus jeune. Et je leur raconte une histoire. Vous savez, j'avais un grand-père. À sa mort, c'est le plus jeune de ses enfants qui l'a succédé. C'est-à-dire que mon grand-père est mort, le plus jeune de mes oncles devient le successeur. Il devient le grand-père. C'est-à-dire que mon père, qui est l'aîné de la famille, appelle le plus jeune papa. Il dit, voilà comment j'ai été éduqué. Et ça dit qu'en fait, ça ne veut pas dire que tu n'es pas l'aîné. Ça dit que tu vas te mettre au service de l'autre. Dans notre atelier, c'est notre monde. Moi, je t'assiste. Tu l'assistes. Il assiste. Nous assistons. Nous nous écoutons. À la sortie d'ici, nous ne serons pas les artistes. On aura avancé un peu dans notre quête de valeur. Quelque chose comme ça. Donc, des petites histoires comme ça, voilà, pour calmer, parce que je sais que le contexte, c'est que nous venons avec déjà une façon de voir le monde, et c'est ancré en nous. À la maison, ça se passe comme ça. Dans la rue, c'est comme ça. On se marche dessus, c'est la foule. Mais comment tu fais dans ton petit monde, là? Parce que tu vois, si je viens, je joue de Donald Trump, c'est compliqué. Vous voyez? Je dis, on va aller doucement. Mais après, on voit progressivement. Après, il revient vers moi, ouais, monsieur, est-ce que vous pensez que ça, c'est bien ce que j'ai fait? C'est pas ça qui est important. Est-ce que ce que toi tu as fait là, toi tu crois en ce que tu as fait? Avant que je ne regarde même. Oui. Mais je vois dans tes yeux que tu n'y crois pas. Tu vas trouver un équilibre en ce que tu produis et toi-même. Quelquefois, tu peux mentir. Parce que pour pouvoir vivre dans ce monde, il faut être quelquefois opportuniste. Mais il faut assumer tes mensonges. C'est ça qui fait que tu es quelqu'un. Il ne faut pas mentir et dire non, on appelle ça l'hypocrisie. Et tu sais, tout ce que tu feras, ce n'est pas toi qui décideras de sa qualité. C'est des gens qui... Un jour, tu verras que tout le monde est là, qui regarde. Et toi aussi. Nous allons découvrir ensemble. Sois sincère avec toi-même, c'est le plus important.
Alors, on va peut-être reparler de ce prix, qui était un prix donc, de sculpture, mais qui a cette spécificité, et c'est d'ailleurs Laurent Petit-Girard qui l'a initié, de donner donc ce prix, de le partager en 3 artistes. C'est ce qu'avait fait Sarah Moon pour la photographie, c'est ce qu'avait fait Gérard Tracandi pour la peinture. Et à toi, quand on t'a posé la question, tu as tout de suite dit 3 jeunes femmes qui avaient été dans ton atelier aux Beaux-Arts et que maintenant, elles vont se présenter, elles vont nous montrer un peu leur travail. Donc, d'abord, alors je les cite toutes les 3, Sarah Laroussi, qui est là, Naomi Lelandy et Margot Poisson. Voilà. Sarah, donc, qui travaille maintenant avec Matteo Mignan, qu'il a rencontré aux Beaux-Arts et qui a formé un duo qui s'appelle le duo bicéphale. Tu as quitté Paris, tu travailles beaucoup sur des matériaux et sur le vivant. Est-ce que tu peux peut-être on peut montrer une ou deux de tes œuvres, je pense. Et est-ce que tu peux nous parler de ton travail et puis de ce que tu as apporté, Pascal? Merci. Je ne sais pas si c'est bon. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour ce parrainage, Pascal. Merci à tous et toutes d'être ici. Merci à Matteo qui est aussi mon binôme et qui m'accompagne au quotidien dans tout ce que je fais. J'ai presque les larmes aux yeux d'être... Donc tu es resté 5 ans avec Pascal, voilà, c'est ça? Mais oui, merci aussi à mes... Je suis tellement heureuse de partager ce prix, enfin ce parrainage avec Naomi et Margot. Mais oui, les Beaux-Arts et l'atelier. Il y a aussi énormément de ces anciens étudiants un petit peu partout dans la salle. Je voulais aussi leur faire un petit clin d'œil. On est tous ici pour toi et pour te remercier de tout ce que tu as fait aussi pendant tout ce cursus. Je ne sais plus vraiment quelle était la question. Juste, on voyait ton travail, peut-être, de nous donner quelques... Comment tu travailles et qu'est-ce que la sculpture et tout ce que Pascal t'a apporté aussi. Oui. Et donc moi j'ai un parcours assez divers, mais j'ai fait de la céramique et un master en management de l'innovation aux Arts et Métiers avant d'intégrer les Beaux-Arts. Et j'étais assez éparpillée, je pense, pendant tout ce cursus. Et je cherchais un peu profondément ce que ça signifiait qu'être humain. Donc je pense que finalement, ça a dû être un questionnement qu'on a partagé. Et donc j'ai choisi de vous parler de cette œuvre qui s'appelle Le Grenier, qui est mon diplôme de 5e année des Beaux-Arts, et qui donc a été suivi par Pascal. Ça a été l'occasion donc de travailler à partir d'un lieu dans lequel on s'est installé finalement, donc qui est en Auvergne, où on a donc avec Matteo, qui est c'est un peu étonnant de pas être d'être séparés parce qu'on est bicéphale au quotidien. Mais donc on a appris énormément de choses dans ces moments d'installation en Auvergne, où vraiment on s'est mis à chercher les différentes techniques qui avaient été oubliées. On a fait une énorme enquête sur l'histoire de l'humanité. Donc c'est ce que vous voyez sur cette grande frise. J'essaie de reconstituer l'histoire de l'humanité en images. Et ensuite, dans le bas de cette installation qui se situait sur la mezzanine de l'atelier, il y avait cette tour végétale qui était un point de rattachement où j'avais proposé à toutes les personnes qui ont partagé ma vie depuis le début de ma naissance de me transmettre quelque chose pour créer un jardin que j'avais appelé le jardin des Hespérides. Donc cette salle s'est remplie petit à petit d'objets. Donc là, elle est vide, mais voilà, elle s'est remplie de certaines choses. Et ça a été un peu la manière d'instaurer cette démarche participative que j'ai essayé de développer aux Beaux-Arts. Voilà. Donc c'est une démarche qui s'est ensuite poursuivie. Je vais essayer de vous montrer la suite. Donc je fais le choix de vous montrer un ensemble d'éléments. Je ne reviendrai pas préciser
les différentes installations, mais j'ai l'impression que ça présente vraiment les questionnements qu'on traverse et la méthodologie qu'on a mis en œuvre pendant toute cette année qui est vraiment dans la participation, qui va vers les uns les autres pour questionner, récolter des histoires. Il y a, c'est vrai, ce rapport à la ruralité, au savoir-faire et aussi du coup à l'environnement. Il y a énormément de questionnements sur la pollution des sols, la transmission des savoirs qui se perdent dans le temps, etc. Voilà. Et ça se fait toujours d'une manière assez conviviale finalement. Voilà. Et un dernier projet qui est le projet qu'on mène en ce moment qui s'appelle Les Gardiens, les Gardiennes. Je vous l'ai présenté de manière assez brève, mais donc c'est un long projet au long cours qui se déroule dans le Cantal et qui cherche à aller à la rencontre des personnes qui vivent ce territoire assez isolé et de capter la culture, le patrimoine matériel, immatériel de ce territoire et d'en faire une sorte d'inventaire. Voilà, donc pour ça, on a rassemblé une équipe avec des anthropologues, des naturalistes, etc., qui sont aussi nos amis. Et on va à la rencontre de ces habitants pour comprendre les spécificités de ce territoire. Voilà. Donc il y a vraiment aussi un rapport à chaque fois très contextuel, et on se définit d'ailleurs en ces termes. Est-ce que Pascal, tu te retrouves dans ces travaux de ces jeunes femmes ou... Oui, je retrouve entièrement, on va dire, l'univers. Et que, en fait, c'est comme ça. Vous savez, l'histoire de l'académie, c'est qu'en fait, j'ai choisi plus ou moins les étudiants qui rentrent dans mon espace. Ouais. Et elle est déjà arrivée avec une base. Et j'ai bien vu que tout au long des 5 années, parce qu'elle est passée d'abord ailleurs, elle avait déjà un savoir-faire. Elle a réussi à se défaire de ces cloisonnements et à trouver un rapport entre ce qu'elle avait à faire et le monde. C'est-à-dire que ça devenait quelque chose de plus exploratif. Hein. Et là, on le voit. Et on voit dans son travail ses besoins d'aller vers l'autre, pas forcément pour faire de l'art, mais pour entrer dans une forme de conversation sur la vie. Et ce travail, elle le mène au quotidien. Elle se cache même pour le faire. Et donc, je me retrouve entièrement dedans. Vous savez, même pour pouvoir la repérer, c'était compliqué. Je ne sais pas comment on a fait pour la repérer. Et ça veut dire qu'en fait, c'est une espèce de folle comme ça, qui essaye de vivre en société et de mettre de l'ordre dans sa population intérieure. Donc tu retrouves ce que toi tu as dans ta population intérieure, dans sa population intérieure, ouais, peut-être. Elle m'a beaucoup inspiré. Je ne sais pas. Moi, je pense que nous avons. Hein, je ne dirais pas qu'elle a un diplôme. Moi, je ne suis pas le maître. Hein. Moi, je dis plutôt qu'elle m'a enseigné beaucoup de choses. Et vous avez partagé notre logique de démontage, de remodelage, c'était un peu ça, hein, à travers des confessions, ce que j'appelle en atelier les confessions intimes. C'est vraiment elle. Voilà. Alors la seconde, c'est Naomi Lulendo, qui elle se présente comme une artiste interdisciplinaire franco-guadeloupéenne et congolaise, mais qui est née en France. Tu me l'as dit. Tu m'as dit d'ailleurs que quand tu étais allé quand tu avais choisi l'atelier de Pascal, toi-même tu étais noir et c'était le seul professeur noir dans l'école et que du coup il y avait une connivence tout de suite. Aujourd'hui tu travailles sur les vêtements, les objets, les architectures, tu fais de la photo, tu fais différents médiums. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où aujourd'hui ce travail de 5 ans avec Pascal t'a conduit ? Alors tout d'abord bonsoir et merci beaucoup d'être parmi nous. Pour les personnes qui comptent et les personnes qui ont pris le temps de venir. Merci beaucoup aussi à Pascal, avec qui je suis arrivée aux Beaux-Arts en fait. On est rentrés en même temps, on a fait la rentrée la même année, en 2013.
et qui n'était pas professeur en fait, donc je n'avais pas prévu de rentrer dans son atelier. C'était un artiste que je suivais déjà parce que j'avais déjà une formation en art, mais en art appliqué. Et donc, quand la question de l'atelier s'est posée, effectivement, oui, j'ai choisi d'aller dans son atelier, en tout cas d'essayer d'y rentrer, parce que ça me semblait pertinent au regard de la position que je ne voulais pas avoir dans une institution comme les Beaux-Arts de Paris. Étant déjà parisienne, j'ai envie de dire, j'avais un peu une éducation et une manière d'envisager les choses qui était très claire pour moi. Et donc, en fait, cet apprentissage et ce partage et cette rencontre m'a forgée aussi parce que quand je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris, je faisais de la peinture et du dessin en grande partie, c'était ma formation. Et j'étais formée donc aussi à l'architecture et au design. Et je voulais avoir quelque chose de beaucoup plus ancré. Et c'est pour ça que l'intitulé atelier sculpture-installation m'a plu dès le début. Et je me rappelle du jour de l'entretien où j'ai dit à Pascal, moi je suis peintre, je fais surtout de la peinture et je ne fais pas de sculpture. Et il m'avait dit, ni d'installation. Il m'avait dit que ça, c'était pas un souci et que le dessin, c'était aussi de la sculpture. La poésie qu'il s'est utilisée. Je ne sais plus trop quelle est la question. Non, juste nous montrer peut-être ce que tu fais aujourd'hui, quelques... Ah, alors, ça c'est une première image. C'est une image que j'ai choisie pour plusieurs raisons. Donc, mon travail, je dirais, en tout cas dans ma pratique, il n'y a pas un médium qui est plus important que l'autre, quoique ce n'est pas si vrai. J'utilise beaucoup le puzzle et on peut en voir sur les images, mais de très très loin. Et j'ai commencé l'année de mon diplôme en 2018, et après une conversation avec Pascal, et après qu'on soit revenu de la Biennale de Dakar. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était cette colonne, qui est une colonne mix média, si je peux dire, qui s'appelle Nuit noire, ombre portée, qui est un hommage à la figure maternelle et à ma mère, et que je voulais un peu ancrer et incarner dans une idée beaucoup plus ésotérique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'alchimie, et donc je voulais un peu le traduire avec une sorte de prémisse de l'œuvre noire. Et c'est une œuvre que j'ai réalisée en collaboration avec Margot. Donc ça comptait beaucoup pour moi de pouvoir la mettre et de la montrer, parce que Margot est une sculptrice incroyable, Sarah est une artiste incroyable. Je suis hyper honorée d'être à leur côté pour recevoir comme tu dis, ce parrainage. Et donc du coup, Nuit noire, ombre portée se compose de différents matériaux, donc du bois calciné à la base, ensuite de la céramique. Les détails sont un peu importants et ne sont pas très visibles, mais c'est beaucoup de motifs fleuris. Et ce qui m'intéresse dans le motif de la fleur, c'est son langage, donc le langage de la fleur, le langage des fleurs, mais surtout la manière dont c'est associé souvent à la figure des femmes, et il y a une sorte de fragilité, une sorte de douceur et de sensibilité. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était la forme phallique et le fait que ça aille vers le haut, mais que ce soit aussi une colonne. Et dans une de mes cultures, la culture créole en Guadeloupe, on parle souvent de la femme potomitan. Et la femme potomitan, elle représente une femme qui, dans la société, en tout cas dans les sociétés caribéennes, est le pilier central de la famille. Et en fait, potomitan est un terme qui vient plutôt de l'architecture vaudou et qui évoque en fait le pilier central du temple vaudou, qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc ça m'intéressait beaucoup parce que dans mon travail, le langage que j'utilise est un langage souvent codé, beaucoup d'étymologie, beaucoup de jeux de mots, et que je souhaitais vraiment mettre en avant une multitude en fait de connexions et de... Naomi, je crois qu'on est un petit peu pris par le temps. Pas de souci. L'Académie a des... Mais il faut quand même parler de Margot Poisson, qui est la dernière que tu as invitée. Oui, oui. Margot, donc, qui est entrée aux Beaux-Arts en 2017, donc, avec l'enseignement de Pascal, qui développe une pratique vraiment de sculpture, mais à travers des matières comme la cire d'abeille, par exemple, le métal, le béton et la taille de pierre. Tu peux nous dire quelques mots de ton travail ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup. Il faut que tu mettes ton micro. Oh, pardon. Merci à Pascal, et c'est un honneur d'être là avec Sarah et Naomi. Et tout ça, c'est grâce à Pascal. Donc, merci beaucoup. J'ai un travail qui emprunte différents motifs du paysage industriel, ouvrier, urbain et rural.
Donc là, c'est une pièce de mon diplôme. Une grande partie de mes sculptures vont être in situ et reprend l'idée empruntée à Pascal des espaces frustrés. C'est un travail de recherche aussi des techniques artisanales et aussi des matériaux naturels qui créent ainsi des jeux de trompe-l'œil, comment reproduire du béton avec de la cire et de la cendre ou du plâtre avec du blanc de meudon et de la cire. Donc c'est un jeu de forme, de recherche et de curiosité aussi du milieu du chantier et aussi du milieu des pêcheurs au milieu duquel j'ai grandi. Voilà. Je crois que ce qui vous rapproche toutes les trois du travail de Pascal, c'est cette générosité et de ne pas vous limiter à un seul médium, mais vraiment à travailler sur le paysage, à travailler sur le monde ouvrier, à travailler sur les différents textiles, etc., etc. Pascal, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces trois jeunes filles et puis à nous tous? Je me dis bravo à ces trois jeunes filles et de continuer dans ces lancées et qu'elles puissent vraiment continuer à fleurir et quelle image que j'ai d'elles. J'aurais, dans ces choix, ça pouvait être les uns ou les autres. Et j'ai fermé les yeux, c'est tombé sur vous. Et donc ça dit qu'en fait, c'est un choix collectif que vous portez. J'espère que vous avez les épaules solides pour porter tout cet espoir que toute la France porte maintenant en vous. Et voilà. Et je vous demanderai aussi, si vous avez du temps, d'aller regarder un film qui s'appelle Quartier Mozart. C'est un film d'un jeune Camerounais qui s'appelle Jean-Pierre Bécolo. Et allez regarder ce film, vous allez vraiment bien rigoler. Quartier Mozart. Nous sommes le quartier latin, mais lui, il a fait Quartier Mozart. Voilà. Allez regarder ce film, vous allez bien rigoler. Et peut-être il sera le prochain prix, l'Académie. Je sais que vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Jean-Pierre Bécolo. Voilà. En tout cas... Non, il n'est pas camerounais, il est mondial. Et du monde. Donc je vous remercie vraiment tendrement, du fond du cœur. Vraiment. Je ne sais pas comment, ça dit, c'est un peu classique, ça va faire un peu bateau. Comme je disais, et je le pense vraiment, ces prix, ce n'est pas mon prix, c'est le prix de vous tous. Tous ces gens qui m'ont porté, qui ont fait confiance en moi, et qui, sans vous, je n'aurais jamais existé. Hein? Vraiment, comment je pourrais exister sans vos yeux, sans vos... Hein? Je me souviens de Bernard. Un jour, Bernard Macadé, il m'invite pour une biennale à Kwangju. La deuxième biennale de Kwangju. On était en train de déjeuner comme ça. Je dis, mais tu sais, Bernard, j'ai fait la dernière biennale de Kwangju. Je ne pense pas qu'ils vont être d'accord. Hein? Il dit, non, ils ne sont pas d'accord, mais je t'invite. Voilà les gens avec qui j'ai vécu. Vous comprenez que je ne peux pas être différent de ça et j'aime ça. Hein? Et donc, il m'a invité et là, je suis allé, je suis tombé sur Niet Eurny, sur Arazeman et qu'à l'époque, ça n'existait pas, les farces, tout ça. Hein? Et Niel, il m'écrivait mon frère, mon cher frère. Moi, je suis un tout petit garçon, il m'appelle mon frère, mon cher frère. Alors, vous voyez, ces choses qu'on reçoit, alors que l'on n'a rien, ça ne va pas vous changer. Hein? Donc, je suis tel que je suis. Hein? Si les gens veulent que je change, je ne changerai jamais. Je serai toujours ce que j'étais. Comme tu m'as retrouvé, Simon, dans la poussière là. Je serai toujours cette personne qui est en train de fouiller dans les feuilles mortes sous le grand baobab. Merci beaucoup. Thank you very much. Et surtout... Bien. Un grand merci aussi, bien sûr,
à Françoise, je voulais vous dire, vous avez un point commun tous les quatre, c'est le sourire. Vous avez un sourire formidable tous les quatre. Et ça fait du bien. Et je trouve que, après ce que vous avez expliqué, et vous trois, c'est vrai que de temps en temps, en fonction à la fois des écoles de pensée, des styles, de tout ça, on a envie de dire, ce que d'ailleurs vous avez dit aussi à un moment donné, par exemple les Beaux-Arts, ah mon Dieu, c'est une prison. C'est quand même extraordinaire, ne l'oublions pas, qu'il y ait en plein centre de Paris une école où des jeunes peuvent venir pendant 5 ans comme ça, travailler avec vraiment des moyens formidables, rencontrer des mentors plutôt que des professeurs aussi différents que toi ou notre ami Bustamante qui a été là-bas non seulement professeur mais même directeur, beaucoup de nos confrères. Je trouve que par moment, on a envie de dire « Oh, il y en a marre de ces écoles et tout ça ». Attendez, ça reste formidable. Moi, je suis compositeur de musique, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, c'est incroyable. On a quand même cette chance dans notre pays d'avoir des endroits de formation. Et finalement, écoutez, ils n'ont vraiment rien de sclérosant parce que, est-ce qu'ils ont l'air coincés, ces artistes qui en sortent? Au contraire, ils ont l'air libres comme vous, mon cher. Merci 1000 fois, encore bravo et merci à vous toutes. Et moi, je voulais remercier Pascal parce que ça a été une rencontre formidable. Quand on est allé, on s'est retrouvés à Gand, donc dans son atelier. Je voudrais remercier aussi les 3 artistes que je trouve, j'ai vu leur travail, je suis allée les rencontrer, pareil, c'est vrai. Elles sourient, elles sont heureuses de faire leur travail. Rappelez qu'actuellement, il y a quand même jusqu'au printemps l'exposition de Pascal à la galerie Les Moulins continua, et je voulais remercier infiniment Pauline et Lorenzo qui m'ont beaucoup aidé pour préparer cette belle soirée. Merci, c'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir dialoguer avec toi.